Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges. Cette semaine, nous allons parler de la libération des Vosges avec nos trois invités. C'est en septembre 1944, avec l'aide des soldats américains, que les Vosges furent enfin libérés du joug allemand. 80 ans plus tard, il est important de ne pas oublier. Trois invités sont avec nous et ils entretiennent à leur façon le devoir de mémoire. Christian Grégoire est le délégué départemental Vosges du Souvenir français, cette association qui a pour mission d'entretenir, conserver et transmettre. À ses côtés, Jean-Michel Roche, porte-drapeau du côté de Bulgnéville. Et enfin, Daniel Durand, un témoin du passé, notamment d'un drame survenu à Ménil-sur-Belvitte le 1er décembre 1944. On parle de tout ça pendant 26 minutes. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors Christian, on va commencer avec vous. Peut-être on va rappeler quelques éléments d'histoire, de contexte. La libération des Vosges se déroule après le débarquement en Normandie, entre septembre 1944 et mars 1945. On va peut-être remonter un peu avant, avec la création du Souvenir français en 1887. Donc cette création est consécutive au conflit de 1870 et M. Xavier Nissen a créé cette association nationale en premier lieu de manière à aider les veuves qui avaient perdu leur mari lors de ce conflit, mais aussi avec un petit esprit de résistance quand les veuves apportaient des bouquets bleu, blanc, rouge sur les tombes à Metz, notamment après l'annexion entre guillemets de l'Alsace et une partie des départements français. Alors, pour vous remémorer un peu tout cela, 1887, la guerre de 1870, puis ensuite 14-18, puis ensuite 39-45, puis après l'Indochine, l'Algérie, tous les conflits qui ont endeuillé effectivement toute la France. Alors, le Souvenir français, c'est une association d'utilité publique, sous le haut patronage du président de la République. Nous avons à peu près 200 000 adhérents au niveau national, avec 96 délégués pour la métropole, 8 outre-mer et 78 dans le monde entier, donc aussi bien en Inde qu'au Mexique, qu'en Russie, qu'en Ukraine. Donc nos implantations dans les Vosges, nous avons 25 comités, de l'ordre de 1000 adhérents et sympathisants, avec effectivement des implantations dans la plaine et dans les Hauts-de-Vosges. Ce qui en fait une association très conséquente tout de même. Alors nous sommes approximativement avec les mêmes effectifs que la Croix-Rouge. Pour donner un ordre d'idée, nous n'avons pas les mêmes missions. Nos missions, entre guillemets, contiennent 3 piliers. Donc entretenir les tombes, les monuments, les stèles, les nécropoles. Ensuite, commémorer comme le fait notre jeune homme ici présent, à travers des porte-drapeaux, des cérémonies patriotiques, mais aussi des cérémonies plus particulières quand il y a un ancien combattant ou éventuellement une personne victime d'un attentat, victime lors d'une opération extérieure. Donc nous avons aussi des gens qui nous demandent d'intervenir dans ce genre de circonstances, avec des porte-drapeaux et puis une petite cérémonie relative à ce moment un peu pénible, il est vrai. Et puis transmettre. Alors transmettre, c'est essentiel. À travers les jeunes générations, nous avons effectivement pour objectif de faire de sorte qu'aucun élève ne quitte son cycle d'éducation nationale sans avoir visité un lieu de mémoire. Est-ce que c'est fait ? Est-ce que ça se fait comme ça dans la réalité ? Ça se fait. Alors, il y a des impératifs économiques essentiellement, puisque quand vous pouvez transporter des jeunes gens sur Verdun depuis les Vosges, c'est assez distant. Mais nous avons effectivement financé des voyages jusqu'à Cracovie pour des jeunes du comité de Fraise, enfin d'un collège de Fraise, même si c'est le comité qui prenait en charge cette organisation. Les élèves de la marche sont allés sur les plages du débarquement dans le cadre du 80e anniversaire. Là, nous avons un projet pour un collège à Mirecourt pour aller sur les traces de Guy Dolmer. Guy Dolmer, c'est un résistant du maquis de Grand-Rue qui effectivement est décédé, il avait 19 ans. Il n'a pas pu revenir lors des, suite à sa captivité en camp de concentration et des marches qu'on appelle les marches de la mort. Il est décédé, il n'a pas pu revenir. Son frère a témoigné et nous avons eu une cérémonie dernièrement, etc. Voilà. Ouais, ça se fait. Dans les Vosges, en tout cas, il y a les scolaires, les écoles, les collèges peuvent être aidés par... Pour vous donner un ordre d'idée, il y a eu 246 dossiers déjà en cours au 21 juin pour l'année 2024 de collèges, lycées, alors au niveau national bien entendu. Bien sûr, oui, ce qui est quand même conséquent.
Daniel, vous aviez 7-8 ans autour de là quand il y a eu la libération des Vosges. Qu'est-ce que vous vous souvenez de quoi vous vous souvenez de cette période? Effectivement, j'avais 8 ans. Bien que Jérômois, mes grands-parents habitaient un petit village de Ménil-sur-Belvitte dans les Vosges d'à peu près 300 habitants. Et mon papa étant prisonnier, c'est ma maman qui s'est occupée de mon éducation. Nous allions tous les ans aux vacances à Ménil-sur-Belvitte chez ma grand-mère parce que les restrictions étaient beaucoup moins sévères dans les villages que dans les villes. Et donc chaque année, nous allions passer les vacances d'été à Ménil. Mais en 1944, nous avons été coincés parce que il y a eu le débarquement, l'avancée des Alliés, et il n'y avait plus le moyen de regagner Gérardmer. Donc j'ai vécu, moi, la fin de la guerre dans ce petit village de Ménil-sur-Belvitte. Robertvillers était libéré, qui était proche de 7 km, le 30 septembre 1944. Le village d'Anglemont, qui était à 3 km de Ménil-sur-Belvitte, le 7 octobre 1944. Et Ménil-sur-Belvitte est restée, elle, dans la zone de front. Les Allemands nous ont imposé un couvre-feu. Je me souviens très bien, nous étions obligés de dormir dans la cave, sur les sacs de patates, sur les sacs de pommes, etc. Les obus tombaient. Chaque soir, il y avait un Panzer qui venait devant la maison avec des orgues de Staline qui envoyaient, bien sûr, qui attaquaient les Américains ou les Alliés à Anglemont. Il y avait les retombées immédiates, enfin c'est tout un épisode. Et ensuite, après, les Allemands nous ont fait évacuer, partir de nos villages, sur les routes de Baccarat, par exemple, où à partir de 8 h du soir, plusieurs villages qui n'avaient pas été libérés étaient obligés de partir. Et nous sommes allés jusqu'à Rans-l'Étape. Là, où il y avait une cousine, nous étions 8, nous avons vécu un certain temps chez cette cousine, une semaine et demie, je ne m'en souviens pas, du temps réel. Et ensuite, mon parrain, qui est mon oncle, il a vu profiter de la situation qui était complexe pour nous faire rentrer sur Ménil-sur-Belvitte. Et là, nous avons à nouveau retraversé le front, mais dans l'autre sens, les Allemands étant à Rans-l'Étape et les Américains étant la lisière de Seine-Barbe. Et là, à travers les champs de mines, etc., nous sommes passés, nous avons traversé, nous avons vu... Je me souviens très bien des soldats. Ma maman disait, mais c'est des Allemands. Et ma tante disait, non, ce sont des Américains. Effectivement, heureusement, c'était des Américains. Et ils nous ont laissé regagner Ménil-sur-Belvitte. Nous avons retrouvé la maison qui était bien endommagée. Mais contre la maison, il y avait 2 mines, 2 grosses mines qui faisaient 1 mètre de haut, 20 cm de large et à peu près autant d'épaisseur. C'était des mines anti-chars. Maman arrête un camion militaire et un soldat en descend, il s'explique et il dit à maman, elles sont désamorcées. Bien. Au bout de quelques jours, mon parrain, qui était boulanger, qui avait un énorme stock de bois, on en avait marre de voir ces mines devant la maison, les a déplacées pour les mettre derrière son tas de bois. Les adultes ont oublié qu'il y avait les mines, mais nous, les gamins, c'était quelque chose qui nous attirait, bien sûr. Et une équipe de gamins joue à la guerre. On avait connu la guerre, on jouait à la guerre. Et il y avait énormément de munitions qui traînaient dans les environs. Et puis, on avait l'habitude d'aller jouer avec ces mines avec une petite équipe d'amis, de copains, dont le plus jeune avait 5 ans. On sautait sur les mines, on les déplaçait, rien ne se passait. Et le 1er décembre 1944, un de l'équipe a eu une idée. À midi, il fallait regagner la maison pour le déjeuner. Il a dit, je vais substituer des allumettes à mes parents, et puis on va jeter dans les trous, parce que chaque mine avait un trou à peu près 5 cm, on va y jeter les allumettes, et on se retrouve vers 2h30, 3h comme d'habitude. Donc ils sont passés devant la maison de ma grand-mère, ils m'ont dit, Daniel, tu nous rejoins? Oui, je reviens, mais j'avais une tante qui m'a tenu
m'empêchait de partir parce que je n'avais pas mes sabots. À l'époque, on portait les sabots et on obéissait. Et moi, je criais, je pleurais, et on ne me laissait pas partir. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, mon parrain est descendu du grenier parce qu'il jetait depuis le grenier du foin pourri qui avait été causé par un obus qui était tombé sur la maison. Et mes sabots étaient enterrés. Il est descendu avec sa fourche, je me rappelle très bien, il a commencé à chercher mes sabots. Mais il y a eu une explosion terrible. J'ai vu des bûches de bois s'envoler à 100 mètres. Avec ma cousine, on s'est précipité à la cave, on a cru que c'était la fin de la guerre, le recommencement de la guerre, excusez-moi. Et puis, au bout de 5 minutes, on remontait, et il y avait sur la route deux dames qui étaient couchées. Un bruit, bien sûr, un calme parfait. Et là, c'était les mines. La catastrophe, le drame. 6 de mes amis, de mes copains, avec qui j'aurais dû être, ont été tués. Les 5 qui étaient tout proches des mines ont été pratiquement disparus. La petite fille qui a dû avoir peur au moment où il mettait les allumettes jetait les allumettes, a dû se sauver, mais elle était à 20 ou 30 mètres de l'impact, elle a été tuée par le souffle. Et la dame qui était sur la route, qui discutait avec une autre, a été aussi tuée par le souffle. L'autre dame a été protégée par le tas de bois. Donc, ce 1er décembre 1944, Ménil pleurait la perte de 7 personnes tuées par ces mines allemandes, et dont 6 enfants qui étaient de 3 familles différentes. C'était vraiment dramatique. Et j'ai encore le souvenir de tous ces moments. À cette époque, il n'y avait pas de psychologue. On était obligé de soi-même de vivre avec. Et voilà. Et 80 ans après, puisque j'ai 88 ans, 80 ans après, j'ai toujours ce souvenir qui ne me quitte pas. Je suis content que vous ayez accepté d'en parler parce que je pense que ça a été oublié en grande partie, mais chaque fois que je me déplace, que je vais à Ménil-sur-Belvitte, c'est la tombe de mes grands-parents, je ne manque pas d'aller aussi me recueillir sur les tombes de ces enfants, je considère aussi comme des martyrs. Pourquoi ces mines étaient désamorcées? Là est la question. Voilà, c'est des souvenirs marquants, forcément. Jean-Michel, on ne vous a pas encore entendu. Vous, comment vous vous êtes intéressé? Vous avez forcément entendu des témoignages forts, peut-être, du côté de votre famille aussi. Qu'est-ce qui vous a fait vous engager en tant que porte-drapeau? Je vais commencer par mon grand-père, Jamtona. Il a connu la libération de Vrécourt en 1944 par la 2e DB avec le général Leclerc. De Gaulle, pardon. Le général Leclerc, c'était un ancien général qui était aussi dans le même village. Et il a connu la libération par De Gaulle, par la 2e DB qui a libéré une bonne partie des Vosges. Et puis il avait pris une photo avec toute sa famille sur un char au débarquement, et puis ça a beaucoup marqué. Et après, il y a eu la guerre d'Algérie, il a perdu pas mal de ses camarades, aussi un enfant du village qui était Colonel Leclerc, l'enfant du général Leclerc. Et ça a beaucoup marqué parce que la guerre d'Algérie, ça a marqué quand même pas mal de personnes, même à ce jour. J'en ai fait partie pendant 18 mois. Puis lui, c'était un ancien président du Souvenir français à Béniville. Et puis un jour, quand j'avais 16 ans, il m'a dit on a pas mal de nos camarades qui est du Souvenir français, ils tombent malades à cause de la vieillesse, ou sinon ils nous quittent aussi naturellement, quoi. Alors, juste pour leur rendre hommage et pour lui faire plaisir, je dis oui, papy, pour une fois, je viendrai avec toi et puis je porterai le drapeau fièrement comme tu fais. Puis après, on a eu des commémorations, des reconstitutions. Et puis après, au fur et à mesure, je suis reparti dans le Souvenir français, je l'ai rejoint. Et puis comme il nous a quittés, je suis continué aussi pour devoir de mémoire et puis pour faire en sorte de lui faire toujours plaisir, même à la famille ou aux personnes qui nous entourent.
Puis on a tellement connu de personnes qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, la guerre d'Algérie. Puis au fur et à mesure, je fais partie d'un groupe Pas Peur, un groupe de reconstitution qui s'appelle Christian François, il habite à Saint-Mange, à côté de Gironcourt-sur-Vère. Souveraine, pardon. Et je fais partie aussi de ça. La Légion Vosgienne aussi. Puis avec tout ce groupe-là, au fur et à mesure, on se voit tout le temps. Comme on commence à avoir de moins en moins de porte-drapeaux, comme il y a beaucoup de personnes qui nous quittent ou de maladies, on n'a pas le choix de... Vous êtes tout de suite senti concerné, impliqué par ce devoir de mémoire ? Oui. Déjà, c'est un devoir de mémoire pour toutes les personnes qui sont combattues pour la liberté, que sinon on serait encore en étant allemand. Puis aussi, pour marquer aussi les personnes, ils ne sont pas morts pour rien. Comme quoi, en gros, c'est aussi un patrimoine français. Il y a eu tellement de monuments, des trucs comme ça, c'est des bâtiments où il faut restaurer, il faut les garder quand même en intact. C'est important de se important. souvenir, de transmettre. Christian, vous entendez les jeunes qui prennent la relève, c'est important aussi, j'imagine, oui. Quand on est au Souvenir français, de voir des jeunes qui s'investissent. C'est difficile aujourd'hui de les impliquer ? Non. Alors, il y a une difficulté dans notre monde rural, c'est que les étudiants, une fois qu'ils ont atteint les études supérieures, fréquemment ne restent pas, ou comme moi, reviennent lors de leur retraite sur le terrain de mes grands-parents et de mes arrière-grands-parents. Alors, pour reprendre effectivement les éléments de notre jeune homme, donc, je remontais à la génération précédente, puisque 14-18, nous avons tous un grand-père, un oncle, voire une personne de la famille qui est décédée. Donc moi, c'était un de mes grands-oncles qui est mort dans les Ardennes, et le seul moyen de l'identifier, ça a été de retrouver son pantalon, puisqu'il était gradé avec les corps de ses camarades. Ils étaient dans un abri qui a été bombardé. C'est comme ça qu'on a pu le retrouver. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté avec les jeunes. Les jeunes, quand ils sont jeunes, j'étais la semaine dernière avec mon camarade de la Société des membres de la Légion d'honneur à La Marche, où on va poursuivre effectivement cette démarche des écoles de porte-drapeau. Vous vouliez peut-être me poser la question sur le sujet à Cornimont. On verra un reportage dans quelques instants. Finissez votre propos. Donc sur ce plan-là, on a trouvé des élèves. L'objectif, c'était effectivement de commémorer le 11 novembre au sein du collège. Et effectivement, donc c'était le 12 novembre. Les élèves se sont comportés merveilleusement, ont lu des lettres de poilus, et effectivement, ça a été un moment intense. Et une quinzaine d'élèves se sont présentés spontanément pour dire voilà, ça m'intéresse. C'est bien, c'est qu'on voit qu'ils comprennent et puis ils ont conscience qu'il faut faire perdurer ce devoir de mémoire. Je pense. Si vous voulez, on a quand même une dynamique qui revient à travers nos enseignants. Alors, comme on l'a évoqué, la problématique est essentiellement économique. Bien sûr. Mais nos enseignants sont partie prenante, les professeurs d'histoire, les professeurs de langue aussi sont partie prenante et font de sorte qu'on puisse, alors il n'est pas nécessaire d'aller très très loin. Je prends l'exemple du lieutenant Litz, qui était une femme en 1870, qui a dû se travestir en homme, puisqu'à l'époque, seules les cantinières faisaient la guerre, et qui est à La Marche. Donc La Marche est à côté de chez nous. Si je reprends aussi un héros de Normandie-Yémen, le capitaine Litolf, qui est mort en Russie, il est né à Cornimont. Donc on n'a pas nécessairement besoin d'aller très très loin. Faire beaucoup de kilomètres pour... Et voilà. Et l'avantage effectivement des écoles qui sont proches de ces lieux peuvent éventuellement communiquer dans ce sens. Et les jeunes sont très très intéressés de retrouver une personne de leur village ou éventuellement des environs sans aller à l'autre bout de la planète. Pour reprendre le cas de Guy Dolmer, c'était un jeune homme qui était dans le maquis de Grand-Rue et qui a donné son nom au collège de Mirecourt. Allez, on va parler des jeunes justement, on va regarder un reportage. La relève du drapeau, donc c'est dans un collège à Cornimont. Le reportage est signé Alexis Rodriguez. Avec son uniforme, Ladislao ne passe pas inaperçu dans la cour. Depuis le mois de janvier, il s'est porté volontaire pour participer à une formation de jeunes porte-drapeaux avec un objectif en tête. Se souvenir de ceux qui se sont battus pour nous, pour notre liberté,
Voilà, moi je voulais porter ce souvenir en moi. J'avais un papy qui faisait ça et je me suis dit pourquoi pas quand on me l'a proposé. Puis j'avais des copains aussi qui le faisaient, donc voilà. Comme Ladislao et Lucie, ils sont en tout 21 à faire partie de cette école des jeunes porte-drapeaux mise en place par le collège Hubert-Curien de Cornimont en partenariat avec les communes voisines, les associations patriotiques ou encore l'inspection d'académie et la préfecture des Vosges. L'idée pour nous aujourd'hui, c'est d'assurer la cooptation des plus jeunes par les plus anciens, assurer finalement cette transition et ce relais de mémoire. Et surtout, au final, c'est un enjeu capital qui est celui de gagner la bataille de la mémoire, c'est-à-dire de cette transmission dans le cadre des 80 ans, notamment de la libération du territoire. Donc qu'est-ce qu'on fait quand c'est la sonnerie aux morts? On se met comment? Debout. Donc vous pouvez vous mettre debout. Qu'est-ce qu'on fait avec le drapeau? On l'abaisse. Une formation qui se déroulait en 3 phases avec tout d'abord ce jeu, une initiation à propos du déroulé et des différents rôles qui composent une cérémonie, puis dans un second temps. En fait, la délégation militaire départementale est intervenue en leur donnant des cours sur les grades et les médailles, et puis également sur le cérémonial militaire qui rythme ces cérémonies. Et dans une 3e phase, celle d'aujourd'hui, l'idée pour nous était d'initier les élèves à la manipulation des drapeaux avec les associations pour les prochaines commémorations. Quel âge peut-on devenir porte-drapeau? Il est souhaitable de devenir porte-drapeau à partir de 17 ans, ne serait-ce que pour un problème de morphologie. Un drapeau, ça pèse lourd et une cérémonie, c'est long. Et puis matériellement aussi, de temps en temps, il ne fait pas très très beau, ou il fait voire froid, ou voire trop chaud. Donc effectivement, c'est un travail qui nécessite un petit peu de conditions physiques, on va dire. Mais par contre, on a des jeunes porte-drapeaux à partir de 14 ans, voire même 10 ans. Mais simplement, ils sont munis d'un fanion qui est effectivement déjà plus adapté à la morphologie. Mais après, il y a un diplôme qui est délivré pour les porte-drapeaux, qui est délivré par l'Office national des combattants et des veuves de guerre. Donc la démarche, c'est après 3 ans de porte-drapeau, ils peuvent porter un insigne de porte-drapeau. Ensuite, vous avez des échéances 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. On a quand même quelques personnes qui vont jusqu'à porter le drapeau 40 années. Et donc, je les félicite parce qu'effectivement, ce n'est pas toujours très simple avec les météos que nous avons sous notre latitude. Oh, vous dites qu'on n'a pas une météo facile. Jean-Michel, allez-y, pardon, Daniel. Je pourrais, s'il vous plaît, rappeler le nom quand même de ces... Bien sûr, oui, c'est vrai, on ne l'a pas fait, allez-y. De ces victimes, j'ai oublié de le faire, c'était Jaco Yves, qui était né en 1938, son frère Jaco Christian, qui était né en 1939, c'était Lemire Francis, qui était né en 1936, Lemire Jean, son frère, qui était né en 1938, Bourra Françoise, qui était né en 1937, et Bourra Georges, son frère, qui était né en 1939. Et la dame qui a été tuée sur la route, c'était Madame Georges Marie. Et la ville de Ménil-sur-Belvitte, enfin le village de Ménil-sur-Belvitte, a eu 2 autres personnes tuées par des mines. Il y a eu Maria Tchébo, qui était tuée en 1944 en rentrant de réfugiés, en sautant sur une mine dans un champ entre Raoul-Étape et Ménil-sur-Belvitte. Et en 1945, il y a eu Mangin Séraphin qui lui aussi a sauté sur une mine en allant dans les champs. Donc ce sont des victimes qui représentent 8 personnes. Et à la mairie de Ménil-sur-Belvitte, il y a une plaque qui rappelle ce souvenir. On a pu rendre hommage à ces personnes. On va revenir très rapidement parce qu'il nous reste déjà plus beaucoup de temps. Jean-Michel, il y a un protocole très précis quand on est porte-drapeau. On le voyait dans le reportage. Il faut vraiment rentrer dans des cases, rentrer dans des critères bien précis. Oui. Après, faut souvent, au début que j'ai commencé porte-drapeau, il faut juste suivre le mouvement, puis savoir comment respecter aussi l'honneur qu'on porte pour les personnes qui sont mortes pour la liberté, et puis remémorer sérieusement, et puis être assez
assez droit dans ses bottes. On ne prend pas ça à la légère. Oui, c'est quand même, ça, oui. voilà, il y a une responsabilité quand même derrière ce porte-drapeau. Avant de terminer notre émission, on va quand même faire notre quiz parce que ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait. Et c'est une tradition dans cette émission, donc c'est l'heure de la vie en Vosges, le quiz. Deux questions, comme d'habitude dans cette émission. La première, que désigne le terme faux en patois vosgien? Faux, F-A-U. Que désigne donc le terme faux en patois vosgien? Est-ce qu'il s'agit d'une prairie ou un terrain herbeux en montagne? Est-ce qu'il s'agit d'un condottière? Ou est-ce qu'il s'agit d'un plat typique à base de minster? Alors, une prairie ou un terrain herbeux en montagne, un condottière ou un plat typique à base de minster? Est-ce que l'un de vous a une idée sur la question? Christian. Alors, on va peut-être poser la question aux anciennes générations, parce que... Alors, vous avez entièrement raison. Malheureusement, l'ancienne génération que je suis, certainement des plus âgés, ne s'est jamais trop intéressée au problème du patois. Alors que mon épouse, malheureusement, est décédée et aurait pu répondre facilement à cette question. Alors, il va falloir se lancer quand même, messieurs. A, B ou C, qu'est-ce que vous nous dites? Jean-Michel, à vous l'honneur. Une prairie ou un terrain herbeux en montagne, un condottière ou un plat typique à base de minster? Non, personne ne se lance. La B, je pense. Un condottière? Allez, moi je dirais un plat typique à base de minster. Et vous? La prairie. Plutôt. La prairie. Eh bien alors c'était bien la prairie, tout à fait. Une prairie ou un terrain herbeux en montagne, un plat typique à base de minster. Non, ce n'est pas ça. Et un condottière, c'était un chef de mercenaires en Italie au Moyen-Âge. Deuxième question, et après on sera déjà au terme de notre émission. Dans quelle commune vosgienne trouve-t-on encore des ours? Est-ce que c'est à Failly? Est-ce que c'est à Lubin? Ou est-ce que c'est à Champ-le-Duc? Alors, où est-ce qu'on trouve encore des ours? Alors ça... Daniel, est-ce que vous en avez déjà croisé? Non, je n'ai pas. Vous n'avez pas croisé d'ours? Non. Jean-Michel non plus? Il n'y a pas de l'ail des ours, mais simplement... Allez, lancez-vous. Christian, qu'est-ce que vous nous dites? Oui, voilà, ça doit être avec... on trouve l'ail des ours. Je dirais Lubin. Lubin? Jean-Michel? Lubin aussi? Oui, pourquoi pas Lubin. Eh bien non, ce n'est pas ça. Eh bien, c'est à Failly, parce que ses habitants sont officiellement appelés aujourd'hui les Faillysiens, depuis une délibération du conseil municipal en 2008. Mais traditionnellement, ils étaient nommés les ours, par opposition aux loups de Laval-sur-Vologne. Voilà, c'est ce qui explique qu'il y a un loup à l'entrée du village, un loup sculpté à l'entrée du village. On est déjà au terme de notre émission, messieurs, on ne peut pas poursuivre, parce qu'on a dépassé le temps largement. Christian, la prochaine commémoration en quelques secondes, ce sera laquelle pour vous? Alors, il y en a plusieurs. La prochaine, c'est la construction d'une maison du souvenir français pour le Grand Est à Metz. Et ça aura lieu le 21, en même temps que la date de libération de Metz. Et puis le 22-23, pour des visites, entre guillemets, pour les personnes qui souhaitent visiter cette entité. Et dans les Vosges, prochain Alors grand dans moment. les Vosges, on a le 14 décembre, on en a plusieurs. Oui. Je ne vais pas dire tous les jours, mais Et presque. le 1er décembre à Ménil-sur-Belvitte. Voilà, Ménil-sur-Belvitte le 1er décembre maintenant. Gérard May, le 5 décembre, pour la commémoration des anciens d'AFN d'Algérie qui, chaque année, oui, tout à le fait. 5 décembre, se rendent au monument. Et voilà. Bon, il y en a beaucoup. Il y en a partout. C'est une année où c'est important. Moi, j'en fais à peu près 70 par an. Plus de 6000 km, mais c'est quand même conséquent. On a des petits villages, des villes. Bon, la libération se poursuit parce qu'elle a commencé avec la 2e DB à l'entrée des Vosges, mais pour aller jusqu'aux Hauts-de-Vosges et jusqu'à Strasbourg, on évoque les Américains ont mis 6 mois pour traverser la France et ont mis 6 mois pour traverser les Vosges jusqu'à l'Alsace. Absolument. Donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de combats. Encore beaucoup de commémorations. Merci messieurs d'avoir été sur notre plateau. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine sur Vosges TV. À bientôt.